Donc, je suis Xavier Rebout, je suis agroécologue à INRAE, mais je préside aussi depuis 5 ans le comité scientifique d'orientation, recherche et innovation d'Ecofito, ce que nous, dans notre jargon, on appelle l'axe de Ecofito. Le comité en question est composé de 45 membres en charge de proposer et de monter des appels à projets de recherche et d'innovation, et on gère un montant financier d'environ 7 millions d'euros par an. Il y a aussi dans les missions qui sont confiées à cette commission d'assurer toute l'instruction des projets des appels à projets qui ont été lancés jusqu'à l'arbitrage des projets et puis leur accompagnement de bout en bout, y compris pour les rapports intermédiaires et les rapports finaux. Et on a aussi en charge d'assurer l'animation. Actuellement, on a dans notre portefeuille environ 150 projets qui sont labellisés sur la seule partie Ecofito Recherche et Innovation. Et puis, il y a une trentaine de projets qui sont issus de 3 appels à projets, l'appel PSPE2 pour et sur le plan Ecofito, l'appel pesticides qui avait été lancé en 2014 et l'appel GEVI de 2016 qui sont dans le stade de rendu final. Et en fait, du fait de l'épidémie passée par là, on a pris du retard sur ces rendus. Et puis, on voit qu'on peut aussi innover sur les formats de présentation. Donc, je vous propose effectivement de participer à ce nouveau mode pour nous qui découvrons les difficultés techniques de tout maîtriser. Un mode webinaire qui permet au plus grand nombre de participer. Actuellement, vous êtes 124 et donc peut-être encore quelques-uns vont venir supplémentaires. Ça génère la possibilité non seulement de pouvoir présenter au plus grand nombre possible, mais aussi de garder du coup les présentations en streaming et que vous puissiez y retourner. Et puis, vous avez peut-être vu que nous avons fait un effort particulier pour mettre à disposition par écrit les synthèses de ce qui vous sera présenté. Donc, peut-être, Damien, si tu veux passer une diapositive. Voilà. Et donc, on vous redonnera dans le chat les endroits où vous pouvez récupérer la brochure du webinaire. Et puis, on a une chaîne YouTube dédiée sur laquelle l'ensemble des vidéos qui ont été préenregistrées à la session d'aujourd'hui pourront être retrouvées. Voilà, vous savez que Ecofito a au cœur de ses missions d'accompagner les démarches d'évolution de l'agriculture. C'est vraiment ça qui est notre savoir-faire et notre domaine d'intervention pour diminuer la dépendance aux produits phytosanitaires et réduire les impacts de ces mêmes produits. C'est pourquoi dans cette série de webinaires que nous vous proposons, on a privilégié un format où, à la présentation des avancées réalisées dans les projets, on a décidé d'adosser un témoignage de la manière dont le terrain peut se saisir à travers des propositions concrètes pour la profession, des résultats qui ont été obtenus. Alors évidemment, selon les sujets, c'est plus ou moins direct et tous les projets n'avaient pas vocation à combler le gap entre une recherche de connaissances parfois très amont et académique et des finalités plus opérationnelles. Mais enfin, c'est toutefois l'esprit qui nous anime au sein du comité. Alors, d'un point de vue technique, c'est écrit ici, si vous avez des questions techniques, vous pouvez utiliser le chat. En revanche, pour poser vos questions aux intervenants, vous utilisez plutôt le bouton Q&R où vous pouvez voir les questions des autres et où vous verrez les réponses apportées par les intervenants. Évidemment, vous avez la possibilité de plébisciter une question qui vous semble particulièrement intéressante. À ce moment-là, vous cliquez sur le pouce et ça la fait remonter dans la liste. Voilà, on reprendra évidemment les principales questions dans la partie discussion. Bon, sur ce, je ne veux surtout pas manger sur le temps des intervenants. Et donc, moi, pour ma part, je vais vous souhaiter un bon séminaire. Je serai votre monsieur loyal et pour donner la parole tout de suite à Marion Bardy pour introduire ce colloque rapidement au nom des 4 ministères pilotes. Marion, si tu veux prendre le relais. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette introduction, Xavier. Déjà, je vais mentionner que je suis ravie que ce colloque puisse enfin avoir lieu, puisque comme tu l'as mentionné, on a dû le repousser et je voulais en profiter pour remercier à la fois l'animation de l'Axe, donc Sybille et Damien, les membres du CSORI qui sont impliqués dans sa préparation, les copilotes de l'Axe, d'avoir vraiment fait preuve d'inventivité pour proposer finalement ce format original qui va nous permettre de nous retrouver de manière régulière pendant 2 mois autour de ces projets financés dans le cadre d'Ecofito
Et puis un grand merci aux porteurs de projets qui ont répondu présent et qui se mobilisent aussi dans le cadre de ce webinaire. Alors, je souhaitais, donc déjà, j'interviens au titre des 4 ministères copilotes de l'axe recherche et innovation d'Ecofito, donc les ministères chargés de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche. Et je souhaitais commencer par rappeler un peu le contexte dans lequel se positionne ce colloque. Donc, comme vous le savez, le plan Ecofito, il a été lancé en 2008 par les pouvoirs publics en réponse à des attentes citoyennes fortes et qui ont été sans cesse renouvelées, de préserver notre santé, en premier lieu celle des agriculteurs, et également la biodiversité. Donc, c'est un plan qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la directive européenne de 2009 qui concerne l'utilisation des pesticides. Et les ambitions de ce plan ont été revues périodiquement. Aujourd'hui, on est dans le plan Ecofito 2+, qui s'intègre lui-même également dans des ambitions européennes renouvelées qui sont désormais portées par le Pacte vert et en particulier les stratégies de la ferme à la table et biodiversité. Donc, les appels à projets sur lesquels s'appuie ce webinaire, ils ont été lancés entre 2014 et 2016 et leurs résultats ont aujourd'hui un grand intérêt puisque la réduction de l'utilisation des pesticides, tout en maintenant les performances des systèmes agricoles en particulier, demeure aujourd'hui un grand défi dans un bon nombre de situations. Et les projets qui vont être présentés ont exploré différents leviers, ouvrent des voies pour construire des nouvelles stratégies de lutte contre les bioagresseurs, que ce soit en contexte agricole ou que ce soit dans le contexte des jardins, espaces végétalisés et infrastructures qu'on appelle les GEVI. Et du coup, c'est pour nous, un copilote d'axe, c'est vraiment très important d'avoir ce temps de partage des résultats et qui a été articulé en séquences thématiques parce que c'est important qu'on puisse les traduire collectivement, les progrès réalisés dans le cadre de ces projets, de pouvoir discuter des performances qu'il est possible d'atteindre avec ces leviers, d'identifier les moyens de leur mise en œuvre concrète et savoir finalement comment favoriser leur adoption dans différents contextes. Alors, quelques éléments qu'il est important d'avoir en tête, c'est que clairement, dans le plan Ecofito 2+, il y a des attentes accrues vis-à-vis de la recherche, de l'innovation et de l'expertise, et qui s'accompagnent également de moyens supplémentaires. Récemment, en fait, l'INSERM a actualisé l'expertise scientifique collective relative à l'impact des produits phytosanitaires sur la santé humaine. Et en 2022 est prévue la publication d'une expertise scientifique collective relative aux impacts sur la biodiversité et les services écosystémiques. Et clairement, ces deux expertises scientifiques collectives, elles montrent à la fois les progrès réalisés dans la connaissance scientifique depuis le lancement d'Ecofito, mais elles rappellent aussi l'urgence de poursuivre la transformation des systèmes et des pratiques de protection des plantes. Donc, clairement, l'axe recherche Ecofito reste plus que jamais mobilisé sur ces enjeux. Et les discussions qu'on va avoir pendant les différents webinaires vont alimenter les réflexions sur les futures orientations de cet axe recherche et innovation du plan Ecofito. Et ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est que les projets qu'on finance dans Ecofito, ils contribuent non seulement à consolider, à alimenter une base de connaissances, mais aussi à structurer des communautés de recherche qui sont mobilisées sur des enjeux clés du plan. En fait, et tout en disant ça, en fait, il ne faut pas non plus oublier que ce qui est financé dans le cadre de l'axe recherche et innovation Ecofito s'articule avec des projets issus d'autres dispositifs de recherche et d'innovation qui accompagnent la reconception des systèmes. Par exemple, le programme prioritaire de recherche Cultiver et protéger autrement, qui est financé dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir, les appels à projets maturation, lancés conjointement par l'axe recherche Ecofito et l'ANR, ou les appels à projets du CASDAR, dont une nouvelle vague va être lancée le 15 octobre. Et collectivement, on est aussi attentif à faire connaître les dispositifs, les projets, les réflexions qu'on peut avoir dans l'axe recherche et innovation Ecofito, les faire connaître et créer une dynamique à l'échelle européenne. Alors, c'est vrai du côté des acteurs de la recherche. Par exemple, INRAE a fédéré une alliance européenne autour de la question de comment est-ce qu'on construit une agriculture sans pesticides. Et du côté institutionnel, nous, on travaille avec nos homologues européens dans le cadre, par exemple, du comité permanent pour la recherche en agriculture qu'on connaît aussi sous le nom du SCAR. Donc,
clairement, les dynamiques européennes et Horizon Europe sera une caisse de résonance pour les travaux d'Ecophyto. Voilà, je vous remercie tous et je nous souhaite collectivement un colloque fructueux. Voilà. Et je vais vous présenter aujourd'hui le projet d'Icabio. 5 équipes ont travaillé à la réalisation de ce projet, 4 unités INRAE qui étaient situées toutes les 4 à Avignon et une entreprise privée, SBM Développement. Le contexte de notre projet se place dans la lutte contre les pucerons et les champignons phytopathogènes à l'aide de molécules naturelles dénuées de toxicité sur la santé humaine et sur l'environnement. L'objectif est donc d'utiliser des dérivés d'acide caféique, que je vais appeler DICQ et DICT dans la suite de cet exposé, mais qui ont les noms barbares d'acide dicaféolique chimique et d'acide dicaféolique tartrique ou chicorhique. Et ces molécules peuvent être extraites de plantes pour concevoir des produits de biocontrôle. Donc les patates douces, les racines de patates douces par exemple, sont très riches en DICQ, desquelles on peut extraire en fait cette molécule pour lutter contre Mysus persicée, qui est un ravageur bien connu de diverses cultures, ou le mildiou de la pomme de terre. On se place donc dans un cadre de développement de produits de biocontrôle respectueux de l'homme et de l'environnement. La première fois qu'on a entendu parler du DICQ, c'est quand on l'a identifié dans certains cultivars de pêcher. Donc ici sur la petite photo à gauche, vous pouvez voir un cultivar Rubira qui est résistant aux pucerons. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il était résistant grâce à cette molécule qui est composée donc d'un acide quinique et de 2 résidus caféiques. Et donc, cette molécule est très présente dans des produits qui sont d'alimentation humaine, comme la carotte, la patate douce, l'artichaut ou le café. Et en faisant des recherches additionnelles, on s'est rendu compte que cette molécule était aussi présente dans les ruches, sous la forme de propolis, ce qui était plutôt encourageant. Et donc, lorsqu'on ajoute cette molécule dans du milieu artificiel pour pucerons, on se rend compte que la totalité des pucerons meurent à la concentration de 2 millimolaires, ce qui est relativement bas, au bout de 48 heures. Donc sur ce graphique, ici, on a la concentration en actif en abscisse et la mortalité en ordonnée. Chaque petite barre représente une tranche de 24 heures. Donc ici, tout à gauche, la deuxième petite barre rose foncé montre qu'on a quasiment 100% de mortalité au bout de 48 heures à 2 millimolaires. Donc les 4 objectifs de notre projet, c'était d'abord trouver une formulation pour que ces molécules pénètrent à l'intérieur de la plante, vu que c'est un produit qui est actif par ingestion uniquement. Deuxièmement, de vérifier la stabilité de ces molécules dans les produits formulés pour être sûr qu'ils allaient être suffisamment durables pour être actifs sur le terrain. Troisièmement, tester la durabilité, car on sait que les pucerons ont développé de nombreuses résistances à des molécules de synthèse. Donc on voulait s'assurer que ce n'était pas le cas pour nos molécules. Et quatrièmement, vérifier l'innocuité de ces molécules sur les abeilles. Donc les premiers résultats ont montré que toutes les formulations qu'on a pu tester, qui étaient des formulations dites classiques, qui sont des formulations utilisées pour des insecticides ou des fongicides de synthèse classiques, comme des solutions concentrées, des solutions prêtes à l'emploi ou des poudres mouillables, n'ont pas réussi à faire pénétrer en fait les actifs dans la feuille. Et l'ajout de mouillants, de pénétrants ou de filmogènes n'a pas non plus réussi à faire entrer les actifs dans la feuille, donc on n'obtenait pas de mortalité sur les pucerons. Et les tests qui ont été faits sur des formulations en poudre mouillable pour l'activité fongicide n'ont pas donné de résultats intéressants sur la septoriose du blé. Par contre, on s'est rendu compte que lorsque ces molécules étaient placées dans des conditions chimiques adéquates, elles avaient une très bonne stabilité. Donc, par exemple, le 3,5-DCQ est stable en milieu aqueux dans un pH inférieur à 5. Il y a formation de régioisomères, mais qui sont actifs sur les pucerons. Donc, ce n'est pas forcément un problème pour l'application agronomique. Pour le DICT, on s'est rendu compte que lui aussi était stable à un pH inférieur à 5 cette fois.
et que dans une des formulations qu'on a pu tester, il était resté stable pendant au moins 7 mois. Et enfin, on s'est rendu compte qu'il y avait un faible impact de la lumière sur le DICT lorsqu'il était présent en milieu aqueux. Donc, dans ce petit graphique qui illustre mon propos, on voit que le DICQ, quand il est placé à pH 5, donc ici la courbe jaune, ne se dégrade pas. Donc au bout de 50 heures, on a à peine 10% de dégradation, alors que lorsqu'il est à pH 6, on atteint 25% de dégradation, et à pH 7, on est déjà à 80% de dégradation au bout de 50 ans. Ensuite, on a cherché à tester différentes populations de pucerons pour voir si les pucerons qui avaient déjà développé des résistances à des insecticides de synthèse, dont des résistances fortes par détoxication, pouvaient aussi résister à nos molécules. Et donc on est allé dans les vergers, échantillonner des pucerons, on a également récupéré des clones auprès de l'ANSES qui étaient très résistants à des insecticides de synthèse, et tous ces clones se sont avérés sensibles au DICT. On observe cependant des petites variations de sensibilité que vous pouvez voir sur ces courbes-là. Donc en abscisse, vous avez la concentration en DICT et en ordonnée la fréquence de mortalité. Donc on voit que les courbes ne sont pas tout à fait chevauchantes, donc certains clones de pucerons sont un peu moins sensibles que d'autres, mais tous les pucerons finissent par mourir à 2 millimolaires, qui est la dose de départ posée. Donc ce qu'on a fait pour essayer d'aller un petit peu plus loin dans cette étude, c'est qu'on a exposé des plantes qui sont naturellement riches en DICT ou en DICQ pour voir si on avait des pucerons qui venaient s'installer naturellement sur ces plantes et si ces pucerons-là, ces espèces-là, étaient capables de résister en fait, ou en tout cas étaient insensibles à nos molécules. Et donc dans cette placette qu'on a placée aux 80 pour essayer de piéger des espèces de pucerons insensibles au DICT, on a piégé plusieurs espèces, mais on a trouvé pour la première fois un clone d'Apis crassivora qui s'est avéré insensible à la fois au DICT et à la fois au DICQ. Donc une étude plus approfondie de ce clone-là pourra nous permettre de comprendre un petit peu le mode d'action de ces molécules et peut-être mieux pouvoir les formuler à l'avenir. Donc ça représente pour la recherche une avancée importante. Ensuite, les tests de toxicité aiguë qui ont été faits sur ces deux actifs n'ont pas montré de toxicité sur les abeilles. Donc, en conclusion des différentes avancées qu'on a pu avoir dans ce projet, on se trouve en présence donc de 2 très bons candidats qui sont apicides et fongicides, mais qui ont encore besoin d'être travaillés pour pouvoir être utilisés sur le terrain. Ces 2 molécules montrent une toxicité sur plusieurs espèces de pucerons, dont certains qui sont déjà résistants à des insecticides de synthèse, donc ça peut être intéressant pour gérer des situations au champ qui sont déjà problématiques à cause d'un historique important d'utilisation d'insecticides. On a montré que ces molécules étaient très spécifiques, donc attaquaient que les pucerons, et que donc cette spécificité d'action était garante d'un faible impact sur l'environnement, qui est compatible avec les enjeux éco-phyto. Ensuite, on a montré que quand elles sont placées dans des conditions chimiques adéquates, ces molécules sont stables et conservent longtemps leur activité apicide. Les effets secondaires de ces molécules sur les abeilles sont largement inférieurs à ce qu'on peut observer avec des insecticides de synthèse. Donc elles sont de très bons candidats pour lutter contre les pucerons, qui sont des vecteurs de maladies, comme en culture betteravière, ou en culture de colza, ou de tabac, etc. Surtout en remplacement des néonicotinoïdes. Donc nous avons des perspectives pour ce projet. La perspective principale, bien sûr, c'est d'essayer de trouver une formulation. Donc on aimerait s'orienter vers des formulations nouvelle génération, notamment avec de la micro-émulsion, pour voir si on arrive à faire pénétrer, grâce à ces nouveaux systèmes-là, cette molécule très prometteuse. Et voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Au revoir. Merci Myriam
s'être prêté au jeu de cette vidéo. Tu dois être présent dans les panélistes et donc susceptible de répondre aux questions. Il y en a qui ont été posées sur la rubrique Q&R et pour lesquelles tu as partiellement répondu, mais peut-être reprendre la réponse ici. Et puis, n'hésitez pas à compléter et moi-même, j'aurai des questions, une ou deux questions à te poser s'il n'y a pas d'autres questions qui arrivent dans Q&R. Alors, je peux déjà répondre aux toutes premières questions qui ont été posées, mais en fait, je crois que la réponse est arrivée un petit peu plus loin dans la présentation, donc je peux essayer de redire. Mais effectivement, nous avons testé donc l'efficacité de ces molécules sur des clones de pucerons qui étaient résistants à des insecticides, donc, et a priori, on n'a pas vu de résistance croisée, ce qui était plutôt encourageant. Et l'autre question, c'était est-ce que tous les pucerons, toutes les espèces de pucerons sont sensibles à cette molécule? Donc, jusqu'à présent, tous les pucerons qu'on avait testés étaient sensibles à ces deux molécules. Et lors de leur dernière année d'études, on s'est rendu compte qu'il y avait un clone d'Apis crassivora qui ne l'était pas, qui était sensible, qui était résistant donc, ou insensible. On n'a pas encore déterminé le mécanisme d'insensibilité. Ensuite, il y a eu une question un peu plus technique sur les différentes formes que peuvent prendre ces molécules. Donc, effectivement, le 3,5-DICQ peut prendre plusieurs formes. Donc, il y a des régioisomérisations qui sont possibles en fonction du pH et de la lumière. Et en fait, les différents régioisomères que nous avons pu tester avaient également des efficacités aficides. Donc, ça ne nous a pas posé de problème pour des baisses d'efficacité en fait de ces molécules-là. On a vérifié la pénétration de ces produits en utilisant des techniques de dosage HPLC. Donc, en fait, on pulvérisait les molécules sous différentes formes sur les feuilles. Et puis ensuite, on lavait les feuilles à plusieurs reprises et on dosait en fait les actifs dans les solutions de lavage et dans le broyat de la feuille. Et on a effectué également des témoins en infiltrant en fait ces actifs avec des seringues dans les feuilles pour voir si on arrivait correctement à le doser. Et on n'a pas envisagé de tester des formes glycosylées de ces molécules-là. Ensuite, il y a une question sur la notion de toxicité chronique sur les abeilles. C'est une question qui est intéressante. On a effectivement, enfin, le partenaire du projet qui a testé les effets secondaires sur abeilles a testé un tout petit peu la toxicité chronique de ces molécules. Il a vu un tout petit peu quelque chose à la toute fin en fait de l'intoxication. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que c'est complètement inoffensif sur abeilles, mais comme je le disais dans la vidéo, c'est pas comparable à ce qu'on peut voir avec des insecticides de synthèse. Alors, peut-on imaginer d'autres molécules actives dans d'autres variétés tolérantes ou résistantes? Bien sûr, je pense qu'il y a de nombreux extraits naturels qui peuvent être identifiés dans d'autres variétés tolérantes ou résistantes. Et enfin, une question, vos actifs ne marchent pas sur septo, donc quels champignons pathogènes avez-vous? En fait, les champignons, qui ne sont pas des champignons d'ailleurs, mais je ne suis pas pathologiste, donc voilà, c'est qui ont le mieux réagi en fait à ces molécules-là, c'était les mildious. Voilà. Merci pour la présentation. Est-ce que le PowerPoint sera disponible sur le site? J'imagine que oui. Les molécules vont-elles être portées à l'homologation en Europe? En fait, pour qu'il y ait une homologation, il faudrait que le produit soit formulé et qu'il y ait une entreprise qui porte la demande d'homologation. Et comme on n'a pas réussi à formuler, en fait, à avoir une formulation qui fasse pénétrer les actifs dans les plantes, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Mais on souhaite effectivement relancer des sets de formulation avec des formulations qui soient un peu plus innovantes, comme ce que j'ai présenté à la toute fin, en espérant que ça fasse pénétrer un peu mieux nos molécules. Est-ce que la mortalité des pucerons intervient rapidement après le contact avec le DICT? La mortalité, elle intervient entre 12 et 24 heures. Donc oui, c'est relativement rapide.
Le brevet INRA a été déposé, je crois. Oui, il y a un brevet sur ces molécules. Avez-vous déjà été contacté par des firmes privées pour aller faire des formulations commercialisables? Si oui, quelle échéance peut-être? On n'a pas été contacté, c'est plutôt nous qui cherchons un partenaire et on compte essayer de relancer un nouveau projet à partir de l'année prochaine. On a des bonnes pistes avec des instituts qui font ce genre de formulation innovante. Donc, alors en termes de timing, après, ça c'est très difficile à dire, mais je sais que une homologation, ça prend au moins 2 ans, 2 ou 3 ans. Donc, je pense qu'on ne peut pas envisager que ce soit commercialisable en 4 ou 5 ans, 6 ans peut-être. Quelle est la toxicité sur l'homme? Alors, ces molécules sont très présentes dans l'alimentation, dans les légumes et qu'on mange en fait. Donc, je ne connais pas exactement ça, mais ce sont également des molécules qui sont présentes dans des crèmes de beauté en fait pour les femmes et qui a priori, vu la quantité qu'on mange, sont très peu toxiques pour l'homme. Avez-vous testé avec des traitements au niveau racinaire? Non, c'était une question qui aurait dû être peut-être envisagée, mais effectivement, dans les traitements de semences, ça pourrait être intéressant de l'utiliser. Est-ce qu'une application foliaire peut avoir un effet répulsif? Oui, ces molécules ont également un effet répulsif qu'on a noté de façon complètement artificielle au laboratoire. Par contre, c'est vrai que ce ne sont pas des choses qu'on a notées dans nos biotests. Donc, c'est toxique et répulsif pour les pucerons. Pour la formulation, quitte de travailler avec des labos de cosmétiques. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Merci beaucoup pour toutes Pardon, ces je réponses. répondrai par écrit. Je vois que le temps tourne, effectivement, donc n'hésitez pas à répondre directement dans les questions-réponses. Et puis, je vous propose du coup de passer à la présentation du projet Lipocontrol. Et c'est Damien qui va projeter la vidéo. Merci Myriam en tout cas pour avoir répondu du tac au tac. Et donc, tu peux continuer effectivement sur QR en fonction de tes disponibilités. Merci en tout cas. Est-ce que tu peux arrêter ton partage d'écran, s'il te plaît? Je lance. Tout le monde voit? Oui, on voit très bien. Philippe, Jacques et moi-même, Alice Rochex, avons le plaisir de vous présenter le projet Lipocontrol. Ce projet est porté par l'Université de Lille et répond à l'appel au projet PSPE2. Il était axé sur la recherche de nouveaux lipopeptides utilisables comme biopesticides par criblage d'une collection de Pseudomonas syringae. Le constat à l'origine du projet était que peu de solutions de biocontrôle sont disponibles pour lutter contre les maladies cryptogamiques des grandes cultures. Les lipopeptides, qui sont des molécules synthétisées par les micro-organismes, sont des candidats prometteurs. Ils ont démontré récemment un fort potentiel de biocontrôle des maladies fongiques. Donc, l'objectif de l'hypocontrôle était de sélectionner de nouveaux lipopeptides actifs contre divers pathogènes cryptogamiques d'intérêt économique. Le caractère novateur du projet repose sur 3 points. Premièrement, la solution proposée est une substance naturelle microbienne fongicide, qui est une solution de biocontrôle encore peu envisagée. Deuxièmement, le groupe exploré, qui est le complexe Pseudomonas syringae, est un groupe microbien qui possède un fort potentiel de synthèse de lipopeptides qui sont encore peu exploités, et la collection criblée est une grande collection de Pseudomonas syringae qui constitue un important réservoir de biodiversité. Enfin, le crible de sélection est une méthode à haut débit développée à l'Université de Lille. Au cours du projet, nous avons réalisé le criblage de 700 souches en utilisant une approche combinant différents outils.
des essais biologiques ont été effectués in vitro pour mesurer l'activité antifongique de toutes les bactéries de la collection contre plusieurs champignons, Zymoseptoria tritici, Sclerotinia sclerotiorum et Botrytis cinerea. Les analyses de spectrométrie de masse couplées à des analyses bioinformatiques ont servi à détecter la production de lipopeptides par les bactéries de la collection. Le premier résultat marquant est qu'un grand nombre de souches sont actives contre au moins un des champignons ciblés. Ces résultats sont très positifs puisque 20% des souches de la collection se sont avérées actives alors que nous espérions au début du projet 5% de souches actives. Le deuxième résultat marquant est que la majorité des souches actives produisent des lipopeptides. Parmi les lipopeptides identifiés, nous avons découvert 42 nouvelles molécules, ce qui a permis de mettre en évidence une diversité structurale des lipopeptides de Pseudomonas syringae beaucoup plus élevée que ce qui était connu au début du projet. À la fin du projet, tous les partenaires se sont réunis pour choisir les souches les plus intéressantes. Nous avons retenu 6 souches qui sont très actives et qui présentent des caractéristiques d'aptitude à la production de masse, c'est-à-dire une facilité de culture en milieu simple et une facilité de purification. Ces 6 souches ont ensuite été utilisées pour des tests de protection sur des plantes cultivées en serre. Les souches ont été cultivées au laboratoire, puis les extraits de culture obtenus ont été appliqués par pulvérisation sur les feuilles. Les résultats obtenus ont montré que les extraits de culture sont très efficaces pour protéger le blé et la tomate contre Zymoseptoria tritici et Botrytis cinerea. Finalement, le projet Lipocontrol a permis de sélectionner de nouveaux lipopeptides à activité antifongique. Dans le cadre du programme Ecophyto, nous avons l'espoir que les lipopeptides qui ont été découverts dans Lipocontrol puissent à terme être de nouvelles matières actives pour des produits de biocontrôle dans la catégorie des substances naturelles. Cela permettrait d'apporter des solutions, notamment aux filières consommatrices de fongicides, soit pour substituer les pesticides de synthèse, soit pour agir en complément avec ces derniers. C'est la raison pour laquelle on avait ciblé en fait 4 maladies principalement rencontrées dans le monde de l'agriculture: la septoriose du blé, la sclérotignose du colza et la pourriture grise de la vigne et de la tomate. Par ailleurs, la technique de sélection qui a été mise au point par l'Université de Lille, entièrement originale, basée à la fois sur des activités mesurées in vitro et de la bioinformatique et de la spectrométrie de masse, pourrait être transposée à l'exploration d'autres groupes microbiens afin de définir si dans ces groupes microbiens de nouveaux pesticides ne pourraient pas être générés. L'ensemble des résultats qui ont été générés au cours de l'hypocontrôle ont principalement été centralisés dans la thèse d'Alexandre Bricou, thèse qui avait été cofinancée par l'ADEME et l'Université de Lille. Ces résultats ont été aussi présentés par Alexandre dans 2 congrès internationaux, le congrès IUPAC à Gand et le congrès Pseudomonas syringae, qui devait se tenir en Islande, mais qui s'est fait en visioconférence. Et 2 publications devraient être publiées à l'issue du projet. Une est en cours de soumission et l'autre en cours de rédaction. Nous avons séparé en fait les résultats qui étaient publiables de ceux qui pouvaient faire l'objet d'un brevet et d'une valorisation industrielle, et ces derniers ont été servis quelque part de point d'accroche pour l'obtention d'un nouveau projet, un projet financé par l'ANR Ecophyto Maturation 2019, qui porte le nom de CERES, et qui a pour objectif de faire passer les résultats obtenus dans le cadre de l'hypocontrôle, qui était à un niveau TRL3, c'est-à-dire preuve expérimentale du projet, à un niveau TRL5, validation de la technologie en environnement représentatif. Au cours de ce nouveau projet,
Nous allons développer le procédé de production des lipopeptides les plus antifongiques et les plus efficaces en tant que biopesticides. Nous allons étudier leur toxicité et écotoxicité et nous allons développer une formulation et une solution exploitable par les agriculteurs avec une démonstration en serre ou au champ. L'ensemble de ce nouveau projet rassemble les mêmes partenaires que dans le cadre de l'hypocontrôle, avec l'Université de Lille, deux laboratoires, l'unité mixte de recherche transfrontalière BioEcoAgro et le LGCGE, l'Université de Liège, l'Université Junia, le laboratoire de pathologie végétale INRAE, la société Lipofabrique et l'Institut du végétal Arvalis. Nous vous remercions pour votre attention et nous sommes ouverts à vos questions. Merci beaucoup pour votre duo. Donc, Philippe, Jacques, vous êtes ici pour répondre aux questions et il y en a sur le chat. Elle commence en gros à la minute 2:10, je pense. Oui, 2:10. Voilà. Et je vous laisse les regarder, puis peut-être les reprendre et répondre. Oui, merci Xavier. Donc en fait, la première question, c'est n'existe-t-il pas un risque écotoxicologique sur d'autres micro-organismes? Ne sont-ils pas considérés comme des antibiotiques? Donc effectivement, alors je vois que même Myriam est en train de répondre, alors je ne sais pas si on parle des mêmes molécules, mais je crois bien que c'est quand même des lipopeptides. Et donc en fait, les lipopeptides, effectivement, enfin on étudie beaucoup le côté toxicologique et écotoxicologique des lipopeptides. Forcément, certaines molécules sont antifongiques, donc elles vont agir potentiellement sur des micro-organismes qui sont non pathogènes. Donc ça fait partie des études qui sont en cours. L'avantage, évidemment, c'est que dans le sol, ces molécules sont biodégradables et donc elles vont disparaître après un certain temps. Bon, pas trop vite parce qu'il faut quand même qu'elles agissent contre le pathogène, quoi. Mais bon, c'est un peu toute la difficulté quand on cherche à avoir des molécules qui sont antifongiques. Évidemment, elles ont aussi des activités contre des champignons qui sont bénéfiques, quoi. Alors, c'est vrai que, par exemple, contre les mycorhizes, on a fait des tests et les lipopeptides qu'on étudie jusqu'à présent n'ont pas d'effet sur les mycorhizes. Donc, ça, c'est déjà quelque chose de très positif, quoi. Le mode d'action, c'est plutôt une insertion, en fait, il est double en réalité, quoi. Les lipopeptides ont soit une activité directe contre le champignon, et alors ils s'insèrent dans la membrane du champignon, forment des pores et provoquent finalement la lyse de la cellule. Mais ils ont aussi un effet inducteur systémique de la résistance chez les plantes. Et là, il y a encore beaucoup de questionnements sur le mode d'action précis. C'est aussi une action sur la membrane, probablement sans récepteur, avec aussi une perturbation du fonctionnement des membranes et peut-être une activité sur les rafts et un transfert en fait de l'information à l'intérieur de la cellule, quoi. Est-ce qu'il y a pénétration foliaire ou pas? C'est aussi quelque chose qui est à l'étude. Probablement que oui, dans un certain nombre de cas, car ce sont des molécules amphiphiles, quoi. Alors, quelle est la durée de la protection suite à une application sur plante? C'est aussi quelque chose qui est à l'étude, mais on a des informations comme quoi l'hypopeptide disparaît dans, je dirais, les 3 à 4 semaines de son application. Donc, voilà un peu un ordre de grandeur qui pourrait donner une idée sur la durée de la protection. Je pense avoir répondu à tout ce qui est dans le chat, en tout cas. Alors, peut-être en attendant qu'il y ait d'autres questions qui arrivent, moi j'avais une question générale, Philippe, ou même éventuellement pour Myriam avant. On voit qu'on travaille sur des molécules naturelles et que certaines d'entre elles peuvent sans doute être produites directement par des micro-organismes, et elles le font communément. Est-ce que ça génère du coup des moyens originaux et nouveaux de vecter la substance d'intérêt jusqu'à l'endroit où on voudrait qu'elle soit efficace? Si j'ai bien compris, l'idée, ce serait de voir si on peut éventuellement faire en sorte qu'elle agisse là où se trouve le champignon et qu'elle ne soit pas dispersée dans tout l'environnement, par exemple, c'est ça? Voilà, ou qu'on demande à un champignon de produire le lipopeptide actif et un champignon commensal, du coup, inoculer des plantes, peut-être à travers des systèmes mycorhizes et autres, et du coup, apporter une forme de protection par la présence même du vecteur qui fabrique la molécule. Oui. Et cette même question, elle peut être aussi posée sur la présentation d'avant
sur les acides travaillés par Myriam, sur la possibilité du coup d'utiliser la nature pour apporter la solution au bon endroit, quoi. Est-ce qu'il y a des pistes et des réflexions en ce sens? Ce qu'on sait en tout cas de la mobilité de nos molécules dans les plantes, c'est que chez le pêcher, en fait, c'est la piqûre de l'insecte qui induit la sortie des cellules vers l'espace intercellulaire des molécules. Et donc, c'est cette sortie-là qui provoque la fuite et la résistance des cultivars de pêcher aux pucerons. Donc, effectivement, il pourrait y avoir un avantage à avoir des molécules naturelles si la plante sait utiliser ces molécules et les mobiliser dans les bons compartiments cellulaires. Mais autrement, je ne sais pas si je réponds très bien à ta question. Oui, mais c'est un élément de la réponse. Peut-être Philippe, sur cette même question. Oui, donc en fait, le point de départ de nos études, nous, en fait, c'était les micro-organismes. Alors, Pseudomonas aeruginosa n'est pas un bon exemple parce que c'est un pathogène, mais d'autres producteurs de lipopeptides qui étaient des souches que l'on retrouve naturellement dans des sols suppresseurs de maladies. Donc, effectivement, dans la nature, les lipopeptides sont produits par les micro-organismes, notamment dans la rhizosphère, et permettent comme ça d'exercer une protection contre un certain nombre de phytopathogènes. La raison pour laquelle on s'est centré sur l'utilisation des molécules elles-mêmes, c'est parce que l'exploitation des micro-organismes n'est pas toujours très reproductible, quoi. Il faut que les micro-organismes s'implantent dans un environnement qui est déjà colonisé par d'autres, quoi, et se multiplient, développent la production des lipopeptides, et on observe que ça varie vraiment d'une circonstance à l'autre, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on a pris l'option molécule, quoi. Peut-être pour des biofilms de protection des cultures post-récolte, on pourrait imaginer des options de ce type-là. Je crois qu'entre-temps, il y a eu une question ou deux qui sont arrivées sur oui, QR. je vois. Donc, effectivement, la résistance est quelque chose sur lequel on a commencé à travailler. On a l'idée, si vous voulez, que comme il n'y a justement pas une cible protéique, donc un récepteur particulier à ces molécules, on a des chances que la résistance apparaisse en tout cas moins vite parce qu'elle nécessite de moduler complètement la membrane cytoplasmique du champignon. Et donc ça, c'est quelque chose qui ne va pas se faire en une seule mutation. Et alors, l'effet inducteur de résistance avec les lipopeptides qui sont produits par Pseudomonas, on n'a pas encore testé ça, mais on travaille depuis très longtemps sur d'autres lipopeptides où on a pu vraiment bien démontrer le mécanisme d'induction de la résistance. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces réponses, Philippe, et puis on reviendra peut-être dans la discussion générale. Et donc, sans plus attendre, Sybille, si tu veux reprendre la main pour la troisième vidéo. Oui, bah c'est Damien là, qui projette. Bonjour. Le projet Désherbal a été conduit à l'Université Clermont-Auvergne dans le cadre d'une collaboration entre l'Institut de chimie Clermont-Ferrand et le laboratoire PIAF pour la physiologie végétale. Nous avons également bénéficié du soutien de la mairie d'Aubière qui a mis à notre disposition des zones d'expérimentation et des moyens humains pour les plantations. L'interdiction du désherbage chimique pose des difficultés pratiques aux gestionnaires responsables de l'entretien des GEVI, car le désherbage manuel est long et coûteux en main-d'œuvre et le désherbage thermique n'est pas toujours très satisfaisant. Une solution alternative attractive est d'utiliser les plantes pour combattre les adventices. C'est ce qu'on appelle l'allélopathie, et dans ce cas-là, l'allélopathie négative. Cela consiste à mettre à profit la capacité des plantes à produire et à libérer des composés toxiques pour les autres plantes. Ceux-ci peuvent être émis par les racines ou par les feuilles et atteignent leur cible par voie aérienne après lessivage des feuilles à l'eau ou directement par migration dans le sol. Cependant, si les propriétés phytotoxiques de nombreux métabolites secondaires de plantes ont pu être démontrées en laboratoire, la capacité de plantes à éliminer d'autres plantes par allélopathie reste à démontrer. Nous nous sommes donc intéressés à cette question et sur la base des travaux de la littérature, nous avons choisi de travailler sur des plantes riches en terpènes. Le projet a eu pour objectif de répondre à 3 questions pour couvrir plusieurs types d'utilisation de ces plantes. Premièrement, des plantes riches en terpènes entières peuvent-elles ralentir le développement des adventices? Deuxièmement, peut-on les utiliser sous forme de mulch ou de macérat? Troisièmement, la lumière joue-t-elle un rôle dans l'allélopathie?
Pour le premier volet, nous avons choisi 5 plantes, Lomelosia, Centaurée, Isopus, Cistus, Veronica. Des analyses chimiques préliminaires ont révélé que toutes, à l'exception de Veronica, émettent des terpènes. Ces plantes ont d'abord été installées dans le jardin conservatoire de la mairie, c'est-à-dire en conditions semi-contrôlées, et au terme de la première année, le cyste et l'hysope se sont révélés prometteurs. Nous les avons donc retenus pour la deuxième série d'expérimentations, cette fois en conditions réelles. Celle-ci a été réalisée dans une cour d'école avec les cystes et les isopes plantés seuls ou en mélange en pied d'arbre. Le site a été choisi pour sensibiliser la population. Les premiers résultats obtenus dans le jardin conservatoire ont pu être confirmés, à savoir que le cyste seul ou en association avec l'hysope permet une bonne maîtrise de la flore indigène. Parallèlement, nous avons démontré que le cyste ralentit très nettement la germination du trèfle en pot en le privant d'eau. Par conséquent, une partie de l'effet du cyste sur la flore indigène pourrait être due à une compétition pour les ressources indispensables. Dans le deuxième volet, nous avons sélectionné le cyprès de l'Élande sur la base d'une observation de terrain. En effet, sur ces photos, on voit que rien ne pousse sous une haie de cyprès, et ceci jusqu'à 20 ou 30 cm des arbres. Après des analyses chimiques qui ont confirmé que le cyprès est très riche en terpènes, nous avons testé les macérats de feuilles de cyprès en laboratoire et le mulch en conditions réelles. Les macérats ont été préparés en mettant des feuilles de cyprès coupées assez finement dans de l'eau pendant 2, 4 ou 8 jours. Ensuite, on récupère le liquide qui sert à imbiber les graines de cresson déposées au fond des boîtes de pétri. Puis, on analyse tous les jours combien de graines ont germé. Les résultats sont sur cette figure. En ordonnée, j'ai porté le nombre de graines germées et en abscisse, le nombre de jours suivant l'imbibition des graines. Le contrôle est en noir et les résultats obtenus avec les différents macérats en couleur. On peut voir qu'un macérat de 2 jours en rouge conduit déjà à une inhibition partielle de la germination et le macérat de 8 jours en bleu ciel à une inhibition quasi totale. Donc, le macérat de cyprès-les-Landes inhibe la germination du cresson, ce qui signifie que la macération a permis de libérer des molécules antigerminatives. Ensuite, nous avons testé le mulch de cyprès en conditions réelles, en pied d'arbre. Je vous présente sur cette diapositive l'effet comparatif d'un broyat de végétaux divers, de type broyat utilisé par la mairie, et du mulch de cyprès sur la flore spontanée. 12 mois après l'application, le pied d'arbre avec le broyat est particulièrement envahi, alors que celui avec le mulch de cyprès est resté propre. Il y a donc un effet significatif du mulch de cyprès sur la pousse ou la repousse des adventices. Alors, on entend souvent dire que les feuilles de cyprès acidifient le sol. On a donc mesuré le pH du sol sous le mulch et sous le broyat. Aucune acidification particulière n'a été relevée, ni dans un cas, ni dans l'autre. Le troisième et dernier volet concerne le rôle de la lumière dans les propriétés allélopathiques. La myricagale est un petit arbuste pour lequel l'effet allélopathique a été découvert il y a de nombreuses années. Elle contient de la myrigalone qui a des propriétés herbicides, mais se pose la question de son transfert vers les autres plantes. Étonnamment, cette myrigalone, qui est de couleur jaune, donc qui absorbe la lumière solaire, est contenue dans des vésicules situées à la surface des feuilles. Ceci nous a donné l'idée que la lumière pourrait jouer un rôle. En utilisant le dispositif suivant, nous avons pu démontrer que l'irradiation des feuilles de myricagale conduit à une nette augmentation de la quantité de terpènes émis et conduit également à la décomposition chimique de la myrigalone qui, par ailleurs, oxyde les terpènes. Par conséquent, la lumière pourrait jouer un rôle dans les propriétés allélopathiques de la myricagale en favorisant la formation de composés volatiles phytotoxiques. Donc, ce projet avait un double objectif.
avancer vers de nouvelles pistes de solutions de gestion des adventices et faire progresser les connaissances à travers des études fondamentales. Le projet contribue aux enjeux d'Ecophyto à travers les résultats obtenus. Le CIST, seul ou en association avec l'ISOP, aide à la gestion de la flore indigène dans les massifs ou en pied d'arbre. Les macérats de feuilles de cyprès de les Landes présentent des propriétés antigerminatives et le mulch réduit très efficacement la repousse de la flore indigène. Enfin, sur un plan plus fondamental, on note un effet de la lumière solaire sur la formation de composés volatiles. Ces travaux ont fait l'objet de 2 publications dans des journaux internationaux et de 2 présentations par affiche dans des congrès internationaux aussi. Par ailleurs, 2 articles à destination du public ont été publiés à l'initiative de la mairie d'Aubière, donc dans des journaux locaux, La Montagne et le Journal de la Métropole. Et la mairie a implanté des cystes et des isopes dans les ronds-points ou en pied d'arbre. Les résultats obtenus ouvrent des perspectives en termes de recherche et de valorisation. Ce projet, qui a une forte composante en chimie, a été bâti en faisant l'hypothèse que les terpènes pouvaient jouer un rôle dans les propriétés allélopathiques. Même si on ne l'a pas démontré, on voit que les plantes qui donnent de bons résultats sont enrichies en terpènes, donc c'est une piste qui mérite d'être poursuivie. Il serait souhaitable d'étendre l'étude à d'autres plantes riches en terpènes pour découvrir de nouvelles plantes ou de nouvelles associations de plantes efficaces. Il serait aussi souhaitable de mieux comprendre ces propriétés par la mise en place d'expérimentations visant à identifier quels sont les produits qui diffusent dans le sol et quels sont ceux qui confèrent les propriétés observées, en s'assurant bien sûr de leur innocuité. Enfin, en matière de valorisation, il restera à favoriser l'utilisation de ces plantes par les gestionnaires et par les particuliers. Je vous remercie de votre attention. Merci Claire pour s'être prêtée aussi au jeu de cette présentation filmée, très riche et très intéressante. Et donc, il y a un certain nombre de questions. Elle commence par celle de François à 2 minutes 25. Avant qu'on les regarde, moi j'en avais une juste un peu plus générale. Sans doute que tous les terpènes n'ont pas le même potentiel inhibiteur. Est-ce qu'en tant que chimiste, vous avez des idées sur les mécanismes d'intérêt ? Sur les mécanismes d'intérêt, c'est les mécanismes qui sont mis en jeu? Oui, ou quel type de caractéristiques chimiques faut que le terpène présente pour que son activité inhibitrice soit la plus forte? Tout à fait. Donc, il y a des données dans la littérature selon lesquelles les terpènes oxydés, c'est-à-dire avec des atomes d'oxygène, sont plus efficaces que les autres. Donc, l'oxydation des terpènes, sans doute, augmente les capacités antigerminatives et leur capacité à réduire la croissance des plantes. Voilà, et donc il y a par ailleurs 5 ou 6 questions. Je vous laisse reprendre les questions et y répondre. Voilà, alors 5 ou 6 questions. Donc, est-ce que les expériences ont pu être menées sur différents types de sols? Alors, disons que nous avons fait des expériences en laboratoire sur du sol de type humitar, du terreau, et sinon, nous avons travaillé uniquement sur le sol, sur les sols naturels, donc dans les terrains d'expérimentation. Voilà. Alors, quel est l'effet à long terme sur les arbres? Bon, alors ça, on peut pas le dire parce qu'en fait, les expérimentations étaient relativement de courte durée. Elles ont duré juste 1 ou 2 ans. Donc là, on n'a pas assez de recul pour répondre à cette question. Mais effectivement, c'est une question qui mériterait réponse. Alors, les terpènes sont-ils toxiques pour l'homme et les animaux? Il faudrait tester. Là, je dois dire que je n'ai peut-être pas trop de réponses là-dessus. Enfin, donc, il y a des terpènes genre eucalyptol qui sont utilisés en médecine pour faciliter les respirations. Donc ça, je pense que ceux-là, ils sont pas tout toxiques. Ça dépend. Hein. Ça, là, je ne sais pas si toi tu as. Non, je n'ai pas d'éléments de réponse. Non, je n'ai pas trop d'éléments de réponse. Comment sont organisées les productions?
des deux plantes et transfert aux mairies. Eh bien, disons que nous avons fait une grosse commande chez un pépiniériste. Et voilà, et bon, on a été livré de ces plantes et la mairie on a gardé de son côté. Voilà. Alors, merci pour cette présentation intéressante. Au bout de combien de temps peut-on planter après traitement aux extraits de cyprès? Alors là, ça c'est pareil. Difficile de répondre à cette question parce qu'on n'a pas été aussi loin. A priori, ce qu'on a vu, c'est qu'au bout d'1 an, il n'y avait pas d'acidification du sol. Alors, on a fait aussi des analyses de sol qui ne nous ont pas permis de voir des produits en particulier. Donc, moi, je dirais qu'il n'y a pas une grosse modification du sol. De toute façon, les produits qui passent devraient être quand même assez rapidement biodégradés. Mais on n'a pas fait franchement d'expérience, acidité et pour quels peuvent être les effets des terpènes sur les insectes ou les micro-organismes. Alors ça, ce n'est pas ma partie. Je ne peux pas répondre à cette question, désolée. Là, nous, on est quand même chimistes. Savez-vous s'il est possible d'augmenter la concentration de ces molécules en les stimulant avec un phytostimulant, SDP ou biostimulant? Ça aussi, on n'a pas exploité cet aspect-là. Est-ce qu'on peut effectivement augmenter leur quantité pour une exploitation de ce type? On n'a pas exploité cette possibilité, mais c'est une bonne idée. Oui, c'est des pistes, sûrement des pistes à creuser. Hein. Voilà. Alors ensuite, existe-t-il des exemples de ce genre dans les conditions tropicales? Alors, de quel genre? Avec des espèces tropicales. Avec des espèces tropicales. Bon, là, la question n'est pas… Oui. Ah oui, il y a peut-être… Voilà. Non, c'est toujours… Moi, je sens sans doute que la question, c'est est-ce qu'on peut essayer de décliner cette même logique dans un système tropical avec des espèces pourquoi qui produiraient… Voilà. Mais, pourquoi pas hein? De ce qu'on sait, effectivement, l'espèce que vous avez citée, sur laquelle vous avez travaillé l'effet de la lumière, en fait, est une espèce australienne. Ah oui, pour l'effet de la lumière, alors, parce que ça, c'était la myrigallone, oui. Donc, sans doute qu'il y a d'autres espèces en milieu tropical qui manipulent des substances à effet allélopathique et que les terpènes peuvent être très impliqués dans ces stratégies-là. Mais vous n'avez pas spécialement d'informations sur ça. On n'a pas d'informations, mais le spectre d'investigation est sûrement assez large, ça c'est certain. Les molécules actives allélopathiques ont-elles un effet uniquement sur la germination des semences? Alors, ben non, c'est la germination ou la croissance. C'est la germination ou la croissance. Effet envisageable sur des plantes pérennes indésirables. Effet phytotoxique éventuel sur des espèces cultivées. Il faudrait le tester. Alors là, c'est pareil, il y a une quantité de tests à faire, je ne dirais pas infinie, mais c'est extrêmement large. Nous, les tests ont été réalisés sur le cresson et sur le trèfle. Donc là, je pense que la question derrière, elle est au-delà du contexte GEVI, d'éviter le salissement des bords des trottoirs, de savoir si on peut imaginer utiliser cette même stratégie-là en contexte agricole. Je crois que c'est ça le sens de la question. Voilà, donc oui, il faudrait quand même faire des vérifications avant de l'utiliser effectivement en contexte agricole. Est-ce que les mimosas émettent aussi des terpènes? Alors ça, je n'en sais rien, mais c'est vrai que le mimosa est odorant, il émet sûrement des… De toute façon, toutes les plantes émettent des terpènes, donc c'est des quantités… La nature des terpènes varie d'une plante à l'autre, les quantités de terpènes varient aussi d'une plante à l'autre, mais bon, c'est sûr que ça émet aussi des terpènes, mais ce serait à vérifier, c'est peut-être même facile à vérifier dans la littérature, ça a sûrement été fait. Ces essais vont-ils donner lieu à d'autres essais en conditions de production, par exemple? Alors, d'autres essais, c'est-à-dire que
La mairie compte les utiliser déjà. Voilà, la mairie va déjà les utiliser. Donc, ils vont peut-être essayer aussi d'élargir l'utilisation. Et en quantité de production, c'est-à-dire en quantité agricole. Je vois pas le en sens condition de production, c'est-à-dire, oui, je vois pas le sens de la question. Ça veut dire passer d'un système de preuve de concept à quelque chose qui puisse être carrément, décliné. Vraiment, voilà. que ça rentre, que ça rentre dans les mœurs. Eh bien, écoutez… ça serait une bonne idée. Pourquoi pas? Pourquoi pas. C'est vrai qu'il faut ensuite que la ressource soit suffisante. D'accord. Et du coup, je pense que ça soulève des questions sur les facilités que vous avez, les chimistes, à évaluer effectivement les contenus en terpènes de beaucoup d'espèces potentielles. Et puis, je pense que ça pose la question aussi du recyclage derrière. Est-ce que ça gêne si on met ça en composterie? Est-ce que derrière, ça diminue la dégradation des composts? Est-ce que du coup, il y a d'autres effets collatéraux qui peuvent poser des problèmes pour une insertion de cette stratégie-là dans le pilotage de l'entretien des trottoirs et des zones par le personnel des communes? De toute façon, ce sont quand même, c'est toujours des déchets verts. Enfin non, je pense qu'ils se compostent sans problème. De toute façon, pour l'instant, ils sont… Dans votre présentation, il y avait un peu un contre-exemple, dans la mesure où, effectivement, au bout d'un an, derrière l'arbre qui a reçu… on voit, le mulch de cyprès… il est particulièrement rémanent dans son effet. Enfin, en tout cas, ou à moins qu'il n'y ait pas eu de germination, que ça les ait tués une fois pour toutes. Mais du coup… cette idée que c'est détruit facilement versus il y a un effet de protection de longue durée est un peu contradictoire, sans doute. Oui, alors, oui, enfin, c'est vrai que généralement, les mulches, ils sont renouvelés au bout de quelques mois. C'est rare qu'on tienne aussi longtemps sur des mulches. Et là, dans le cas présent… Alors, l'effet du mulch, à quoi était-il dû? Alors, peut-être qu'effectivement, avec la pluie, il y a des molécules qui ont diffusé du mulch vers le sol, effectivement, empêchant soit la germination, soit en réduisant la croissance. Mais on s'est aussi rendu compte qu'en fait, le mulch, par rapport au mulch de broyats végétaux divers, utilisés souvent par la mairie, il y avait comme une espèce de petite couche un peu solide. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être aussi un effet… comment dire, un effet physique. De barrière physique. De barrière empêchant les petites plantes de repousser. On voyait quand même qu'au bout d'un an, ça se commençait franchement à se décomposer. Donc, Ok, merci à vous en tout cas. Merci pour vos réponses. On voit qu'il y avait plein de choses encore potentiellement à faire. Et donc, je crois qu'on peut continuer la présentation. Et donc, on va donner la main cette fois, je crois, à Cédric pour venir compléter la présentation de ces résultats de ces 3 projets. Et encore merci pour vos interventions. Cédric, je crois que la parole est à toi. Bonjour, merci. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Et puis, tu n'oublieras pas de nous dire qui tu es. Voilà. Bon, là, vous voyez l'écran. On voit très bien ton écran, il n'y a pas de problème. Très bien, merci Xavier. Donc, bonjour, Cédric Bertrand, je suis professeur à l'Université de Perpignan au sein du laboratoire CRIOB. Je suis également président de l'Académie du biocontrôle et de la protection biologique intégrée et j'anime un Living Lab sur le Roussillon sur le déploiement des alternatives aux pesticides et donc les produits de biocontrôle. Donc aujourd'hui, je vais vous parler dans la thématique à la recherche de molécules naturelles au service de la santé des plantes. Pour nous, déjà, la source de ces molécules, elle vient de l'observation des écosystèmes, qu'ils soient anthropisés ou pas, c'est-à-dire que ce soit une culture ou même un écosystème sauvage. On sait qu'il y a des interactions biotiques très importantes entre les plantes et l'ensemble des micro-organismes ou macro-organismes qu'on peut voir graviter autour de ces plantes-là. Alors, il y a des interactions dites négatives, ici elles sont schématisées par des traits orangés, et des interactions plutôt positives qui sont ici en gris. Alors, derrière tous ces traits, en fait, on va avoir des vecteurs qu'on appelle des médiateurs chimiques et qui sont les composés dont on vient de parler depuis le début des présentations. Donc, et l'essentiel des composés bioactifs qui ont été illustrés à travers les 3 projets que l'on vient de voir sont des molécules qui pourraient se situer derrière cette flèche-là. Alors, par exemple, si on parle de la répulsion entre les plantes et les insectes, on va directement vers les insecticides. Et on sait que chez les insecticides, on a tout un arsenal d'insecticides, alors de synthèse, mais aussi naturels, avec une grande diversité des modes d'action. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans ces molécules naturelles, c'est qu'on va pouvoir observer de nombreux modes d'action. Alors ici,
les ryanodines, par exemple, qui ne sont pas autorisées, hein, mais en mode d'action sur les muscles. Le BT qui produit une endotoxine, elle, on sait qu'elle va avoir un mode d'action plutôt sur le système digestif des insectes. On a le cyanure, évidemment, forcément, un excellent pesticide, mais très très large, mais naturel, qui a un mode d'action plutôt sur la mitochondrie. Et par exemple aussi les pyrètres, donc les extraits de pyrètres qui vont avoir plutôt des modes d'action sur le système nerveux et sur les activateurs, sur les canaux à sodium. Donc, pour dire que dans la nature, on va trouver énormément de composés avec des niveaux d'activité très importants et parfois de toxicité très importants et des modes d'action très divers. Alors, c'est au sein de ces composés que l'on connaît tous maintenant, hein, les extraits de pyrètre qui sont largement utilisés. L'extrait de pyrètre, donc, qui est plutôt une activité sur les systèmes nerveux, est constitué de quelques molécules, de quelques pyrétrines. Alors, aujourd'hui, ces extraits de pyrètre sont principalement générés à partir du pyrètre de dalmatie, qui est notamment cultivé au Kenya de façon très importante et qui n'est pas forcément cultivé en conditions, on va dire, bio. Donc, ça veut dire que l'utilisation massive de pyrètre déjà et de pyrètre assez simple, hein, avec des extraits naturels peu complexes, on sait qu'il y a des résistances qui apparaissent. Et en fait, ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'il faut faire attention au sourcing aussi, c'est que l'utilisation d'extraits de pyrètre dans nos cultures occidentales, produites dans des systèmes pas conventionnels, ne fait que déplacer le problème de la pollution aux pesticides. Et ça, c'est important. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les projets que l'on voit aujourd'hui, cette problématique-là est déjà abordée par le sourcing, car on parle de sourcing. On parle déjà de sourcing, on parle déjà de revalorisation de déchets alimentaires, de production, par exemple, sur l'hypofabrique en fermenteur. Donc, on arrive à intégrer cette problématique du sourcing dans la future génération des produits de contrôle et notamment de produits à base de substances naturelles. Et ça, c'est très important. Autre diversité des interactions, donc les fongicides, par exemple. Alors là, les plantes, on sait qu'elles peuvent se défendre contre les micro-organismes. Et dans ces fongicides, on va retrouver ce dont on était en train de parler, certains terpènes. Alors, les terpènes qui étaient illustrés par le projet des herbales sont des terpènes qui sont plutôt allélopathiques, mais on connaît les terpènes qui sont antifongiques, hein, comme eugénol, géraniol, thymol. Et là, typiquement, je vous présente un produit commercialisé, hein, par Sumi Agro, qui est un mix en fait, de ces trois composés purs. Eugénol, géraniol, thymol. Et donc, ce mix-là est utilisé pour lutter contre le botrytis. Alors ça, c'est assez intéressant, mais la question et pourquoi on utilise un mix? Certainement parce qu'on doit avoir une meilleure activité, moins de chances d'apparition de résistance. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'industriel est arrivé là à homologuer finalement 3 produits pour les remélanger et proposer quelque chose. Et ça pose question quand même. Mais après, on verra pourquoi. Ce sera peut-être l'objet de ma conclusion. On continue aussi dans les interactions. On a vu qu'il y avait énormément d'interactions entre les micro-organismes, hein, des interactions positives ou négatives, hein, des coopérations peuvent se former dans des consortiums microbiens au bénéfice de la plante, ou des interactions négatives directement aussi avec la plante. Et donc, au sein de cette rhizosphère, si on fait un focus là-dessus, on voit qu'il y a pléthore d'actions qui peuvent se mettre en place, de modes d'action qui existent au niveau de la rhizosphère et au niveau de ces bactéries dont nous parlait le projet l'hypocontrôle. Donc, dans ces bactéries rhizosphériques, on a certaines qui vont éliciter les défenses des plantes, donc qui vont stimuler les défenses des plantes, d'autres qui vont juste faire de la compétition ou avec les autres micro-organismes. Et on peut avoir vraiment un antagonisme qui est médié en fait par toute une série de molécules qui sont produites par des bactéries qui peuvent protéger la plante contre des pathogènes, par exemple, et parmi tout cet arsenal de molécules qui sont produites par ces micro-organismes, on va retrouver ces fameux lipopeptides. Alors, si je reviens justement sur ces lipopeptides, là, on parlait aussi de mix, hein, de lipopeptides, de diversité de ces molécules, et on sait qu'effectivement, elles ont un certain panel d'activités antibactériennes, antifongiques, et aussi qu'elles vont stimuler les défenses des plantes. Et effectivement, ça, on ne peut pas l'empêcher. C'est-à-dire qu'une plante, un micro-organisme qui va générer des médiateurs chimiques, généralement, il ne va pas générer un médiateur contre un ennemi, mais contre un maximum de défenseurs.
Et donc, ça, c'est un peu la problématique qu'on risque d'avoir avec les produits naturels, c'est que les produits naturels ont souvent des larges spectres d'activité. Mais ça, si on le prend en compte dès le départ et si on l'intègre à la réflexion de la vectorisation, on peut limiter l'impact sur, par exemple, des systèmes, des flores bénéfiques. Toujours sur les lipopeptides, donc là, une grande diversité de molécules. Alors, cette publication qui vient aussi de la même équipe, me semble-t-il, qui a travaillé et qui a proposé le projet Lipocontrol, ou alors qui sont proches, on voit, alors ici, ce qui est intéressant, c'est ça. Là. Ça, c'est les doses actives. Vous voyez, sur ce tableau-là, on a les doses efficaces, en fait, grosso modo, de produits. Et on s'aperçoit que lorsqu'on mélange des composés, on va avoir des doses efficaces qui sont quand même beaucoup plus faibles. Et donc là, aujourd'hui, et même si on mélange, si on a des extraits, hein, là, on a un taux de pureté de 23% avec des doses, et on a des doses efficaces qui sont très faibles par rapport aux composés purs. Et donc ça pose la question du mélange de molécules actives et de la production d'extraits directement par fermenteur, donc des extraits assez bruts, qui ont des activités intéressantes, qui sont tout aussi biodégradables que les composés qui sont étudiés purs, mais qui sont aujourd'hui pas des pistes qui sont recherchées par les industriels parce que trop problématiques à homologuer et à mettre sur le marché. Les dernières interactions intéressantes qu'on a vues aujourd'hui, c'est surtout ça, c'est les interactions plante-plante, l'allélopathie, donc là on vient d'en parler, et derrière ces interactions, il existe aussi un grand panel de molécules, et on sait qu'il y a de gros leviers, en tout cas un grand panel de molécules à étudier, dans le sens où, d'un point de vue écologique, on suppose que certaines molécules, par exemple, sont de véritables armes qu'ont développé certaines plantes invasives qui sont des avantages compétitifs à ces plantes invasives pour justement se développer dans certains pays. Et donc, l'allélopathie aussi est un phénomène assez intéressant. Là, je vais vous présenter un projet, du coup, qui vient aussi de ces quelques réflexions qu'on a menées au sein de ce projet-là, justement, pour essayer de développer finalement une recherche sur les substances naturelles, mais en intégrant un cercle un peu vertueux, une réflexion sur une utilisation, une production biologique de ces composés naturels pour une utilisation biologique de ces composés naturels. Donc, ce projet a commencé en 2010, où on a commencé à chercher dans des plantes endémiques et justement des plantes qui étaient rudérales, donc qui explosaient, qui se comportaient un peu comme des plantes invasives, mais des plantes endémiques du sud de la France, des composés actifs là-dedans. Donc, on a fait un criblage écologique, on a sélectionné 5 plantes, et parmi ces 5 plantes, on a fait des tests. Donc, les tests, on a commencé à en faire en laboratoire, hein, et puis ensuite, on a travaillé avec le FIBEL et on a fait des tests, par exemple, contre le mildiou, sur des microplants de vigne, et on a mis en évidence des extraits hein, qui avaient des activités intéressantes contre l'incidence, c'est-à-dire le pourcentage de feuilles affectées, et l'intensité, c'est-à-dire le développement du mildiou sur ces feuilles. Et donc, ce produit-là, donc, il y avait un extrait d'une de ces 5 plantes qui marchait bien. On a développé toujours ce produit parce qu'il faut avoir de la quantité pour pouvoir faire tous ces tests. Donc, on a généré des extraits à base de cette plante, on a caractérisé notre produit, on a fait des essais au champ et on a mis en évidence qu'il y avait une activité intéressante au champ contre, cette fois-ci, l'oïdium. Donc, large spectre. Hein. Au début, on a fait du screening sur du mildiou, c'est aussi efficace sur de l'oïdium. Ce qui n'est pas étonnant pour des produits naturels. En 2015, on s'est dit il faut quand même avancer, il faut faire des essais au champ. Donc, on a commencé à formuler, à essayer d'avoir quelque chose d'un peu propre et on est parti pour faire des essais au champ. Et là, pour faire des essais au champ, il faut vérifier que nos produits restent bien collés à la feuille, soient photoprotégés, résistent à la lixivation. Donc, tout ça a été fait. On a fait des tests, on a fait des tests des adjuvants photoprotecteurs, des stickers, et on voit qu'on a une activité, une fois que c'est formulé, qui est proche du standard, c'est-à-dire sans pluie, hein, d'accord, où on a une activité intéressante sans pluie. Donc, on arrive à avoir une formulation, et donc là, ça veut dire qu'on peut refaire des tests. Et effectivement, il faut quand même vérifier que ce ne soit pas écotoxique. Donc, on fait des tests, on est accompagné au cours d'un projet européen, on fait des tests en Grèce, avec un laboratoire grec, et on s'aperçoit qu'effectivement, notre produit a une activité, une dose active à 35 mg par litre, donc une dose toxique pour la daphnie, hein, c'est un modèle d'écotoxicologie, alors que le cuivre, par exemple, est 1000 fois plus toxique.
par rapport à notre composé. Donc là, ça nous fait cocher encore une case et on dit, bon, ben, peut-être que là, on a quelque chose qui est intéressant. Donc, on continue. On fait des tests au champ, une fois que c'est formulé, sur moniliose de la fleur, sur moniliose du rameau, et on a des tendances qui ne sont pas extraordinaires, mais qui sont quand même bonnes et c'est peut-être un extrait qui pourrait être intéressant. Donc, on continue. Donc, aujourd'hui, voilà où on en est. C'est-à-dire que là, maintenant, il va falloir qu'on passe cette grosse partie-là, c'est-à-dire le dossier d'homologation. Donc, on a mis en place un système de criblage. On a commencé à réfléchir à une formulation écologique. On a fait des tests d'écotoxicité, de toxicité. On a commencé à développer des outils pour suivre la production environnementale. Et là, aujourd'hui, ben, on en est là. On en est à essayer à trouver des partenaires et à travailler sur l'homologation pour peut-être arriver à avoir un produit issu des molécules naturelles pour protéger les plantes. Alors, ça, c'est intéressant, mais c'est intéressant que si le partenaire industriel avec lequel on travaille nous dit d'accord, on vous suit, mais il nous faut sécuriser le sourcing. Donc, je reviens au départ, et donc c'est très important d'intégrer dès le départ la réflexion sur quelle est la biomasse que l'on va travailler. Et donc, aujourd'hui, on travaille, alors cette plante, je vous ai dit, était une plante rudérale et elle poussait surtout sur des friches. Donc, aujourd'hui, on met en place une filière de production de la plante qui intègre la gestion des friches viticoles. On en a 20 000 hectares hein, dans la région, donc on a de quoi pouvoir travailler. La gestion des friches viticoles, on récupère la plante, on l'extrait pour faire ce fameux biofongicide et parallèlement, le paillis qui est généré après l'extraction, lui, est commercialisé par ailleurs comme un mulch exactement qui était proposé par le concept de désherbage. Donc là, aujourd'hui, on essaye de mettre en place toute une filière. Et donc là, ce projet de mise en place de la filière commence depuis l'année dernière. Donc ça veut dire que finalement, sur des travaux qui ont commencé par un criblage en 2010, avec un peu de chance, en 2024, voire 2025, on arrivera à une homologation. C'est pour vous donner un peu les étapes de travail pour arriver jusqu'à cette homologation. Mais en revanche, on risque de se heurter à quelques problèmes au niveau de cette homologation liés au fait qu'on soit sur un extrait complexe qui sont des extraits qui sont très difficiles à homologuer, mais en tout cas, on travaille aujourd'hui à développer des outils qui nous permettent d'argumenter cette demande d'homologation. Alors, les avantages des molécules naturelles, c'est un spectre large d'activités, c'est certainement un avantage, c'est peut-être un inconvénient aussi. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qu'il faut intégrer très rapidement à la réflexion au départ, notamment sur la vectorisation, pour essayer de cibler au mieux les pathogènes, si c'est ce que l'on veut faire. Ils sont généralement biodégradables rapidement, et ça, on le voit dans toutes les études qu'on a fait avec les outils que l'on développe, notamment en métamétabolomique environnementale, on arrive à mettre en évidence qu'ils sont biodégradables plus rapidement que les pesticides de synthèse chlorés ou phosphorés. L'inconvénient, c'est certainement un manque de spécificité. De par leur nature, hein, ce sont des médiateurs chimiques développés par les plantes, souvent pour se protéger contre un maximum d'agresseurs. Donc, souvent, on a ce manque de spécificité. Et effectivement, si on travaille en substitution pure, on a parfois une efficacité plus faible. Donc, l'idée, c'est d'intégrer ça vraiment dans des parcours plus réfléchis. Le coût, hein, parce que vous voyez que la mise en place de toute une filière et jusqu'à la production, l'extraction, la formulation, ça a un certain coût qui aujourd'hui, par rapport, si on reprend l'exemple du cuivre, qui est vraiment problématique pour développer des alternatives, alors que le cuivre est un candidat à la substitution au niveau européen. Et donc, les perspectives pour nous sur ces substances naturelles pour la protection des plantes, elles sont de deux ordres. Tout rentre sous le concept de durabilité. La durabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire, vérifier que le sourcing existe. 2, vérifier que les composés soient actifs. Hein. La durabilité, c'est une durabilité économique. Et 3, c'est aussi à être sûr que d'un point de vue environnemental, on n'ait pas un impact et une bonne efficacité et pas une apparition de résistance. Et ça, typiquement, les extraits complexes devraient permettre d'arriver à ce type d'objectif, si toutefois on arrive à les homologuer. Donc, je vous remercie pour votre attention et je remercie aussi toutes les équipes qui ont travaillé sur l'ensemble des travaux que je vous ai proposés sur la dernière partie notamment. Merci. Merci Cédric pour avoir dressé ce portrait général de ce secteur de l'utilisation et la mobilisation des substances naturelles. On a 2 minutes, 3 minutes de questions, puis on essaiera de clore pour 15 heures comme on s'y est engagé.
et on finira avec 2 diapositives de présentation du webinaire de la semaine prochaine. Moi, j'avais peut-être une question générale, alors évidemment pour toi, mais aussi pour les autres panélistes. Est-ce que finalement, quand on fait cette distinction entre substances naturelles et substances de synthèse, est-ce qu'on joue sur les mots? Est-ce que, en gros, on dirait avec Ecophyto, il faut sortir des substances de synthèse, mais derrière, on va promouvoir des substances naturelles pour faire finalement globalement à peu près le même travail, avec finalement des propriétés qui sont relativement similaires. Et donc, est-ce que finalement, on saute de Caribe en Scylla? Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a quand même là des sources d'amélioration potentielles? Tu en as soulevé dans ta présentation, notamment autour de dégradabilité, mais tu as aussi mis en avant des défauts, comme par exemple le manque de spécificité du spectre d'action. Voilà. Donc, du coup, est-ce qu'il y a un devenir, peut-être en provocation, pour ces substances naturelles, ou est-ce que l'étape d'après, c'est de dire substances naturelles et pesticides, même combat, on n'en veut pas? Alors, je me permets, alors, je ne sais pas si Philippe voulait répondre, mais pour moi, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est vraiment l'impact environnemental qu'il faut prendre en compte. Donc, effectivement, il y a certainement des défauts à ces substances naturelles, mais elles sont quand même très peu rémanentes dans l'ensemble. Et je pense que c'est vraiment un outil qui doit accompagner à une grosse transition de l'agriculture. Aujourd'hui, nous, il faut quand même se rendre compte que on est encore à 95% de conventionnel. Et donc, avant d'arriver à une grosse production, vraiment avec une grosse diminution des pesticides de synthèse, qui peuvent poser des problèmes, je pense que les substances naturelles sont un outil à la transition qui est essentiel et qui est notamment par rapport à cet impact, à l'impact environnemental et l'impact santé. Merci. Mais je pense qu'il faut travailler vraiment sur une réflexion qui coupe un peu de la réflexion traditionnelle, qui est une substance active pure, bien identifiée, une formulation et un produit commercial. Il faut réfléchir avec plus large. C'est-à-dire un extrait complexe. Peut-être avec, là, ce que je vais vous montrer, c'est que l'extrait complexe, on peut l'utiliser à des doses beaucoup plus faibles. Donc, certainement avec un impact beaucoup moins important. Mais aujourd'hui, on ne sait pas faire ça. On ne sait pas homologuer. Et donc, on passe quand même par un extrait ou une potentialisation. On l'a vu dans le cas tout à l'heure de Claire, où en fait, il faut faire une macération potentiellement. Et on n'est pas encore passé au stade où en fait, on utilise directement les substances actives dans l'organisme vivant comme étant un allié de l'agriculture, donc une plante de service et ou un organisme, un micro-organisme qu'on pourrait mettre dans un biofilm protecteur, par exemple. Donc, est-ce qu'il n'y a pas cette étape-là qu'il faut arriver à passer aussi? Complètement, mais alors là, je rejoins complètement Philippe Jacques dans ce qu'il disait sur les micro-organismes. C'est qu'aujourd'hui, les micro-organismes qui produisent, par exemple, des panels de lipopeptides qui sont super intéressants, on ne sait pas les vectoriser. Et même si on savait les vectoriser, lorsqu'on veut les mettre sur le marché, ils ne sont pas… Alors, par exemple, ils ne sporulent pas. Un micro-organisme qui ne sporule pas n'arrivera pas sur le marché européen parce que ça ne peut pas répondre à la réglementation actuelle. Et donc, ça veut dire que, du coup, on se coupe de tout un panel d'outils à la protection des plantes qui sont essentiellement liés parce qu'on n'est pas assez innovant au niveau de la réglementation. Voilà, donc ça, je pense qu'il faut être hyper clair sur les besoins de changement de la réglementation, puisque un des intérêts d'Ecophyto, c'est d'avoir 4 ministères qui veillent au-dessus du berceau, et donc ils sont susceptibles de proposer des changements de réglementation, et donc ça fait partie des choses sur lesquelles il y a aussi des avancées possibles. Donc les autres panélistes, si vous voulez dire un mot sur ce qu'on vient de discuter là, vous pouvez le faire très rapidement, et puis je redonnerai la parole à Sybille et Damien pour les 2 diapositives de la fin et présenter donc le séminaire de la semaine prochaine. Et donc, les autres panélistes, si vous voulez intervenir, vous le faites. Moi, je vais juste dire un petit mot, mais c'est vrai que j'embraye sur ce que Cédric vient de dire, quoi. La complexité, en fait, des produits que l'on veut mettre sur le marché, et dont certains, par exemple, il parlait des synergies tout à l'heure. On a montré avec Jérôme Muschenblatt, que j'ai vu qui était dans les spectateurs d'aujourd'hui, que des mélanges de lipopeptides pouvaient être efficaces contre des champignons résistants, des champignons responsables de la tablure, résistants au tébucanosol. Donc, c'est clair que
on va vers de la complexité et plus on va vers de la complexité, plus on amplifie la difficulté du dossier d'homologation. À ça s'ajoute le fait qu'on est avec des molécules qui sont plus coûteuses, quoi. Et donc, globalement, on se met beaucoup de bâtons dans les roues pour arriver à développer quelque chose. Ok. Myriam ou Claire? Je suis relativement d'accord avec ce que les deux précédents intervenants ont dit. Pour moi, les biopesticides, effectivement, c'est une solution qui est partiellement satisfaisante. Mais par contre, le gros avantage que j'y vois quand même, il faut être assez lucide là-dessus, c'est le manque de rémanence et la faible persistance. Et quand on regarde l'évolution de l'utilisation des pesticides depuis 70 ans, clairement, la rémanence, c'est un des facteurs qui influence le plus, qui a le plus de poids dans les effets secondaires, que ce soit sur les hommes, mais aussi sur l'environnement. Donc, c'est quand même un très bon point. Et en plus, les produits naturels ne sont pas tous à large spectre. Donc, il y en a, oui, mais d'autres, comme nos molécules en l'occurrence, mais je ne veux pas faire la pub, sont quand même à très faible spectre, donc peuvent être aussi très spécifiques. Donc, ce n'est pas une généralité. Après, je pense qu'il faut être très lucide sur le fait que ça reste des pesticides, même s'ils sont bio, et que en fait, le gros problème, c'est de l'agriculture actuelle. Donc, tant qu'on n'aura pas changé complètement le mode de production, évidemment, on devra affronter ce genre de problème-là. Mais voilà, ce n'est pas la solution. Merci Myriam. Eh ben, je crois qu'on a à peu près approché la fin du temps réglementaire, disons. Et donc, peut-être Sybille et Damien, si vous voulez présenter le séminaire de la fois prochaine, en attendant que vous mettiez la diapositive, juste pour dire qu'entre le début du séminaire, il y a 1h30 et maintenant, nous n'avons perdu que 10 participants et je vois ça comme un signe très favorable de l'intérêt de format que nous avons retenu. Merci à vous tous. Et puis effectivement, avec le plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine. Donc, si on peut avoir les 2 diapositives de présentation du prochain séminaire, ce serait parfait. Et en tout cas, merci à vous d'avoir participé et bonne suite de fin de semaine, bonne suite de semaine et au plaisir de vous retrouver bientôt. Merci, au revoir. Oui, alors je voulais remercier du coup les porteurs de s'être pliés à l'exercice d'enregistrer leurs vidéos en amont du webinaire. Donc ces vidéos seront postées sur la chaîne YouTube dédiée. Donc on va vous remettre encore une fois le lien dans le chat. Vous pouvez aussi consulter le programme de la suite du colloque sur le site dédié du colloque. On vous remettra aussi le lien. Et puis ensuite, vous pouvez consulter les brochures qui sont construites pour chaque webinaire sur la page Ecophytopic dédiée. Il y aura aussi une restitution complète des actes du colloque qui sera aussi postée sur cette page. Et donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, donc le 14 octobre, pour le webinaire autour de la thématique sur les micro-organismes comme défenseurs de la santé des plantes. Donc, nous verrons 4 projets qui vont illustrer le panel de potentialités qui sont offerts par les micro-organismes. Nous verrons la conception de systèmes de culture basés sur la mycorhisation, sur la biotisation, l'utilisation de micro-organismes fongiques d'origine marine ou de champignons entomopathogènes. Et nous aurons aussi comme le témoignage de Bruno Lecam, qui est directeur de recherche à l'INRA d'Angers, et qui viendra illustrer la thématique au travers d'un projet de Leimer Maturation pour présenter une autre stratégie prometteuse qui est celle de l'induction de résistance par des micro-organismes en stimulant la réponse immunitaire des plantes. Donc, un beau programme en perspective. Donc, vous donnons rendez-vous donc la semaine prochaine. Ah, Xavier, ton micro est désactivé. Eh ben, merci à tous et donc à la semaine prochaine. Au plaisir de vous retrouver très bientôt.